Bonjour, bienvenue dans cette série de 3 capsules sur la transition socio-écologique. Dans la première capsule, on va se poser la question de pourquoi il faudrait faire une transition socio-écologique aujourd'hui. Dans la deuxième, on va aller voir qu'est-ce que nous racontent les chercheurs sur cette question-là. Et dans la troisième, on abordera la question de comment on fait la transition concrètement. Commençons tout de suite par la première et pourquoi faire la transition et peut-être d'abord, en quelques mots, définir la transition. On peut la définir comme un processus de transformation au cours duquel un système passe d'un régime d'équilibre à un autre. Quand on parle de transition, on parle de changements structuraux profonds, on ne parle pas d'aménagement du système à la marge. On parle de changements progressifs mais radicaux et on parle de rechercher un meilleur équilibre. Si on veut changer de système, c'est pour aller vers un système meilleur, évidemment. Donc pourquoi faire la transition écologique spécifiquement? Évidemment, la première raison, c'est le changement climatique. On sait qu'on a déjà augmenté la température moyenne de la planète de 0,6 degrés depuis 1980 et le scénario le plus optimiste du GIEC qui vient de sortir nous dit qu'on va avoir une augmentation de plus 1,5 degré d'ici 2030 et ça pourrait aller jusqu'à 4 ou 5 degrés d'augmentation. Ça, c'est à l'échelle mondiale. À l'échelle canadienne, on se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète. Donc, le réchauffement climatique, c'est un problème de ici et maintenant. Mais ce n'est pas le seul problème, malheureusement. On sait que la pollution marine a augmenté par 10 depuis 1980. La montée des eaux est continue depuis 1900 à cause de la fonte des glaces, notamment. 25% des espèces de faune et de flore sont menacées sur la planète, sans compter celles qui ont déjà disparu. Et c'est pas fini malheureusement. La déforestation, moins 15% depuis 1990. 90% de la population mondiale est touchée par des problèmes de pollution d'air. L'érosion des sols se fait 10 fois, certains disent 100 fois plus vite que la régénération. Donc on a vraiment des problèmes qui sont maintenant massifs et dans tous les compartiments du système écologique. Mais on parle bien de transition socio-écologique parce que le problème justement il n'est pas simplement écologique, il est aussi sur l'impact direct que ça a sur nous, les humains. Le programme des Nations Unies pour l'environnement nous dit que même une hausse minime de température aurait une incidence sur la sécurité alimentaire, la santé, l'approvisionnement en eau et la sécurité humaine. Puis on le voit déjà, la multiplication des épisodes d'inondation, de sécheresse, des feux, des impacts des ouragans qui sont catastrophiques un peu partout dans le monde. Par ailleurs, un gros enjeu social, c'est celui des inégalités, parce que les dégradations environnementales et climatiques impactent plus fortement les plus démunis, parce que c'est eux qui sont le plus exposés aux pollutions et aux nuisances, c'est eux qui ont le moins de moyens pour s'y adapter et qui ont le moins de pouvoir pour changer la situation. Donc on a un enjeu social majeur à travers la question écologique. Et finalement, on a la question du transfert des impacts environnementaux de nos modes de vie du Nord vers les pays du Sud. Si on peut maintenir nos modes de vie tels qu'ils sont dans le Nord, c'est parce que on transfère une bonne partie des impacts comme 100 000 tonnes de déchets envoyés chaque année à l'extérieur du Canada. Ou comme le fait que c'est les 10% les plus riches de la population mondiale qui génèrent 50% des gaz à effet de serre, alors que les conséquences sont principalement dans les pays du Nord pour l'instant. Donc, questions écologiques et questions sociales sont complètement imbriquées et indissociables, d'où la transition socio-écologique, qui se résume bien à travers ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie du donut. Théorie du donut parce que on définit un espace juste et sûr pour l'humanité dans ce rond vert clair au milieu qui ressemble un peu à un donut, qui est défini en fait par le plafond environnemental, qui est la limite à partir de laquelle on a un impact environnemental sur notre environnement qui met en péril l'espace de survie de l'humanité. Et en bas du donut, on a le plancher social qui sont les conditions de vie pour tout le monde, c'est-à-dire les conditions d'accès à l'eau, à la nourriture, à la santé pour tous. Donc c'est bien entre ces conditions sociales et écologiques qu'on a un espace sûr et juste pour l'humanité. Vous me direz, on a déjà des politiques environnementales, on fait du développement durable depuis des années, pourquoi est-ce qu'il faudrait changer, faire autrement avec la transition? Ben, tout simplement parce que ça ne fonctionne pas, malheureusement, ce qu'on fait depuis des années. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, là encore, est très clair sur cette question-là. Aucun des objectifs mondiaux de protection de la vie sur la Terre et de ralentissement de la dégradation des terres et des océans n'a été pleinement atteint.
L'IPBES, qui est une organisation mondiale pour l'écologie, a aussi fait ce constat-là en prenant 54 des cibles de protection environnementale et nous montre que seulement 4 de ces cibles ont un bon niveau d'accomplissement en 2020. Et c'est encore plus problématique qu'on sait par ailleurs que ces cibles-là sont de toute façon insuffisantes pour atteindre le système, l'équilibre du système. Plus grave encore, on a de nombreux secteurs dans lesquels on a des tendances négatives qui vont à l'inverse de l'amélioration des conditions de vie écologiques et humaines. Notamment, on a vu une baisse de la circularité de l'économie mondiale en 2020. Un autre exemple qui est flagrant, c'est le domaine agroalimentaire. On a une augmentation des surfaces cultivées et une augmentation des rendements agricoles depuis des années, ce qui pourrait être positif globalement, sauf que en fait, ça se fait au détriment des milieux naturels sans résoudre la faim dans le monde. Donc on a une activité humaine qui a un impact écologique négatif et un impact social négatif. Et globalement, on voit en fait que la plupart des avancées écologiques qu'on fait dans certains domaines sont annulées par le fait que les politiques conventionnelles continuent en parallèle et viennent annuler les effets écologiques. On résume souvent cet effet-là par le terme d'effet rebond. Pour l'illustrer plus concrètement, on peut prendre l'exemple du transport qui est assez flagrant sur ces questions, avec beaucoup d'efforts pour améliorer l'efficacité énergétique ou électrifier le transport par exemple depuis des années. Donc des politiques écologiques positives. Mais en parallèle, on a une augmentation des tailles des véhicules qui consomment toujours plus et on a une augmentation globale du nombre de véhicules. Donc quand on fait le bilan au final, malgré les politiques environnementales, on a une augmentation des consommations des ressources et d'énergie liées à ce secteur-là. C'est typiquement ce qu'on appelle un effet rebond et qu'on voit en fait dans la plupart des secteurs. Donc, on a besoin aujourd'hui réellement d'un changement de système, donc d'une transition socio-écologique et pas simplement de l'amélioration à la marge du système comme le fait le développement durable depuis des années. Et cette transition socio-écologique qui, pendant un temps, pouvait paraître une alternative militante un peu marginale, aujourd'hui, ça devient une alternative crédible qui est portée par le ministère de l'économie et de l'innovation, qui est portée par le Fonds de la transition créé par Desjardins, par l'Université de Montréal et l'Espace pour la vie. En France, c'est un ministère de la transition socio-écologique, de la transition écologique qui a été créé. Donc aujourd'hui, on a une alternative crédible qu'il faut porter haut et fort. Puis, ce qu'on voit, c'est que de toute façon, tous les indicateurs écologiques, sociaux et économiques nous disent que notre mode de vie n'est pas viable et qu'il va falloir en changer de manière assez radicale. Donc, dans tous les cas, il va y avoir une transition. La question, c'est est-ce qu'on va subir cette transition sans savoir où est-ce qu'elle va nous amener, ou est-ce qu'on va choisir cette transition en construisant les chemins vers un système radicalement différent, mais plus équilibré et plus viable à long terme. Évidemment, c'est la deuxième solution qu'on veut, puis on va voir comment on fait ça dans les prochaines capsules. Merci d'avoir suivi cette capsule-là et on se retrouve dans la prochaine.